Salut à tous les amis, salut YouTube, c'est Mika, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à ceux qui ne connaissent pas encore la chaîne, ici on parle de foot, évidemment ma grande passion, on parle de l'OL, ma religion, on parle de mercato, on parle de transfert, on parle de tactique, on débriefe les matchs, entretien joueurs, dirigeants, interviews, bref on parle de finances, d'économie, tout un tas de sujets autour de l'Olympique lyonnais. Alors aujourd'hui les gones, format un peu inédit, voilà, je tente une petite expérience pour vous, format avant-match, donc sur le match contre Montpellier qui se profile ce week-end pour l'OL, match qui sent à bien des égards la poudre, parce que autant pour eux que pour nous, ça va être un sacré enjeu. Comme je vous l'ai dit, format nouveau, je voudrais créer plus de vidéos pour alimenter plus souvent la chaîne et avoir une forme de rendez-vous tous les 2-3 jours, aussi bien sur du contenu info OL que le contenu avant-match. Ce qui fait qu'au total, si on fait les débriefs, l'actu OL, l'avant-match, plus du contenu thématique additionnel, logiquement, le programme est relativement chargé. J'ai envie que l'on passe un cap sur le 11 lyonnais, rien que pour vous, ça me paraît vraiment intéressant. Avant de commencer, les gones, pensez au petit truc qui fait la différence, qui fait très plaisir, le petit pouce, là maintenant, ça prend 2 secondes, c'est très rapide, ça ne coûte rien, c'est gratuit, je n'ai aucun sponsor, aucun contrat de pub, absolument rien si ce n'est vos pouces, vos commentaires et vos différents encouragements. Pensez à me dire en dessous aussi votre point de vue sur les différents sujets évoqués, pensez aussi si vraiment vous aimez ce que je fais, à vous abonner, et pour ne rien manquer, pensez à activer la cloche. Merci beaucoup à toutes et tous les amis. Et donc on commence par la conférence de presse de Paulo Fonseca pour un petit peu lancer les hostilités. Conférence de presse qui était, je trouve, intéressante, avec quelques sujets qu'il fallait reprendre. Alors il y a aussi eu ce qu'a dit Nuama dans conférence de presse, mais bon, des réponses très courtes en anglais, pas très poussées, développées, donc pour moi, pas de grand intérêt, si ce n'est qu'il a, comme il le dit, retrouvé la confiance, qu'il se sent mieux à l'OL, donc bon, c'est très bien, mais ça on met de côté, c'est pas essentiel pour la vidéo. Par contre, ce que dit Fonseca, je pense qu'on peut retenir grosso modo 2 ou 3 thèmes vraiment intéressants. Thème numéro 1, c'est l'approche tactique des matchs, les axes de progression de l'OL. Il dit que contre Reims, on a vu un match plutôt dynamique, structuré, avec un OL vraiment sérieux, rigoureux. Là-dessus, je trouve qu'il a raison. C'était plutôt un bon match de l'OL dans l'ensemble. Mais que dans les différentes phases de jeu, il y a encore des points à améliorer. Il dit que en phase 1 et 2, c'était moyen, en phase 3, plutôt bien. Alors qu'est-ce que la phase 1, 2 et 3? Je vous connais les gones, je connais vos questions à l'avance. Les phases 1, 2 et 3 sont les différentes phases de préparation d'une action. Phase 1, on est en bloc bas, souvent c'est Lucas Perry qui a la balle entre ses pieds, ou Mata Niakate, et là il faut trouver sur une passe courte, une passe qui va créer un décalage à un coéquipier pour faire progresser le jeu. Ça c'est la phase 1. En phase 1, le coach Fonseca dit qu'on peut encore mieux faire. Je le rejoins, c'est vrai, en phase 1 des actions contre Reims, il y a eu 2-3 moments où vraiment c'était à ça de passer par la case boulette. Rappelez-vous le crochet foiré de Lucas Perry, rappelez-vous les relances un petit peu moisies, voilà, ça arrive, mais en même temps, dans ce que veut le coach Fonseca, c'est partie inhérente du projet de jeu. Il veut un gardien et 2 centraux qui, à la relance, prennent des risques. Parce qu'il faut, dans ce foot de maintenant, construire les actions depuis le point de départ, qui est ta propre cage, ton but. Et c'est vraiment un principe que beaucoup de coachs reprennent. Si on prend le cas de De Zerbi, de Pep Guardiola ou d'autres que j'oublie, de Maresca à Chelsea, ils veulent tous attirer dans leur camp le plus haut possible l'équipe d'en face. En fait, plus tu relances dans ton camp relativement bas, plus tu vas attirer par un effet de pressing, d'aspirateur, l'équipe d'en face. Et quand en face, le numéro 9 et le 10 vont te presser, forcément, tu crées dans leur dos un décalage. C'est ce que veut Fonseca. C'est un plan de jeu qui est connu maintenant sous son mandat. Il le fait souvent. Il l'a fait à Lille, il l'a fait à Milan, à la Roma, au Shakhtar. Bref, pas de surprise. C'est un coach qui veut, dans son camp, être déjà protagoniste, maîtriser le jeu, dominé par la possession, et créer donc des décalages lorsque l'équipe d'en face vient presser pour récupérer les ballons assez haut. C'est ce qu'il veut, c'est la phase 1 de préparation. Phase 2, c'est dans le cœur du jeu, entre guillemets le rond central du terrain. Il y a plein de séquences durant 1 heure contre Reims, je dirais, 1 heure de jeu, où voilà, ça manquait un peu de mouvement, ça manquait un peu de projection, voilà, ça manquait un peu de rythme, de fluidité, de mouvement. Et ça, il l'a bien dit, il a dit en anglais, on a manqué de moves, donc de mouvement. Et je le rejoins, ça manquait parfois de mouvement, un peu d'intention, de projection, de verticalité. Ce qu'on a vu durant la fin de match contre Reims. On a vu des séquences où là, il y a eu des joueurs qui ont pu se projeter, il y avait plus d'espace, c'est vrai, et puis en plus à 10 contre 11, c'est plus simple pour nous. Mais ça, on l'a vu en fin de match contre Reims. Donc ça, phase 1, phase 2,
ce sont les deux moments qu'il faut, selon lui, améliorer. Et pour ce qui est de la phase 3, selon Fonseca, la phase de conclusion des actions, c'est plutôt pas mal. En tout cas, c'est ce que lui dit. Voilà, je ne suis pas loin de le rejoindre, même si, pour moi, contre Reims, ça a été bon, surtout en fin de match, mais durant 1 heure, plutôt moyen, quoi, mi-figue, mi-raisin. Mais en tout cas, il a largement insisté sur la phase 1 et 2. Il faut, selon lui, progresser dans la création, dans la base de préparation des actions. Donc, Perry, Nakate, Mata, notamment, être plus serein à la relance, être meilleur, en fait, meilleur sous pression, très important. Et dans le cœur du jeu, souvent dos au jeu et sous pression, être plus pertinent, plus fort aussi, d'un point de vue foot. Phase 1, phase 2, voilà en gros les 2 points sur lesquels le coach a largement insisté en conférence de presse. Il a aussi évoqué le cas de Georges Mikotadze. Et là, je vois un petit peu où il veut en venir, le coach Fonseca. Je crois qu'il veut vraiment un numéro 9 qui soit focus à 100% sur son rôle de numéro 9 pur. Autrement dit, tu es là pour conclure les actions. Toi, Georges et aussi Lacazette, tous les deux, votre rôle, c'est de conclure la phase numéro 3. Dans le camp adverse, phase 1, phase 2, on prépare, phase 3, vous devez conclure. Et je ne suis pas loin de le rejoindre. Et ça, c'est un vrai débat dans la sphère olympique lyonnais. Je sais que beaucoup de supporters voulaient faire de Mikotadze ou Lacazette de numéro 9,5, 10 presque, qui contribuent au jeu, décrocher beaucoup. Pour moi, c'est un non-sens. Les deux, Georges et Alex, sont très forts dans les 16 mètres adverses. Plus tu les mets loin, plus leur influence est minimisée. Plus tu les mets proches des cages du gardien d'en face, plus tu en fais un apport de grande qualité pour l'OL. Et pour moi, c'est un gâchis de les faire reculer, décrocher tout le temps. Alors par séquence, oui, ils peuvent le faire, mais vraiment, quand tu as 2 numéros 9 comme ça, qui sont des tueurs devant les cages, mets-les le plus possible devant les buts adverses, le plus possible, maintiens la pression. Et je pense que le discours de Fonseca s'inscrit dans cette logique-là. Il veut 2 numéros 9 qui sont vraiment là pour conclure, pour être une menace quasiment permanente pour l'équipe d'en face. En fait, le constat, il est simple. L'OL, ces matchs en Ligue 1, dans 8 cas sur 10, on va affronter un bloc bas, médian, ou en tout cas plus bas que le nôtre. C'est comme ça. À part Paris, Monaco, l'OM et Lille, quasiment tous les matchs se joueront contre des blocs plutôt bas, médians, qui vont attendre. Et si tu as un numéro 9 qui décroche trop, forcément tu perds en influx technique dans le camp adverse. Donc il faut vraiment être dans la boxe de vérité, devant les cages du gardien adverse, et être focus sur ta mission, Georges, qui est de conclure les actions et un peu moins t'éparpiller. C'est en gros ce qu'a voulu dire le coach Fonseca. En tout cas, c'est comme ça que moi je l'ai compris. Et il y a enfin un troisième thème qu'il a évoqué en conférence de presse après une question de mon ami du Progrès, Arnaud Clément, que je salue, Arnaud. Arnaud qui a dit au coach, « Coach, que pensez-vous du débat actuel entre la LFP et le diffuseur DAZN ?» Et là, Fonseca a eu un point de vue très limpide, très clair, très assumé. Il dit, moi, je n'arrive pas à comprendre une telle situation. C'est compliqué pour moi à comprendre. La Ligue 1, il y a de beaux stades, il y a de beaux joueurs, beaucoup de supporters, de la ferveur et du spectacle. Et Fonseca va au bout de sa logique. Il dit, quand on met tous ces ingrédients bout à bout, on a un cocktail de grande qualité. La Ligue 1 est de grande qualité. C'est ce que lui, en tout cas, soutient comme thèse, comme théorie. Et il rappelle un fait tout simple, c'est que la Ligue 1 fournit massivement, c'est le fournisseur numéro 1 de l'Angleterre, de la Première Ligue. Et il a raison, c'est vrai. Il faut le dire, c'est vrai. Donc au final, qu'est-ce qui fait qu'on n'arrive pas à se vendre ? Eh bien, il n'arrive pas à l'expliquer. Il dit, pour moi, c'est un mystère. Je n'arrive pas à comprendre, c'est trop complexe pour moi. Bons joueurs, bons stades, belles ambiances, bons supporters, du spectacle. La Ligue 1, c'est pour lui top 5 en Europe et dans le monde. Voilà, il le dit clairement. Vrai sujet, c'est intéressant. En même temps, on peut aussi rétorquer au coach que dans ce schmilblick Ligue 1, LFP et DAZN, les torts sont partagés, parce que la LFP a martyrisé un partenariat historique avec Canal+. On peut dire aussi que le produit Ligue 1, certes, il est de qualité dans les grandes lignes, mais malgré tout, quand tu es fan de foot, quel est ton intérêt de suivre la Ligue 1 si tu sais que 9 fois sur 10, Paris gagne tout ? L'intérêt, il est minime, il est quasiment même inexistant. La Ligue 1, elle est écrasée, elle est surdominée, archi-dominée, martyrisée par le PSG. En intérêt sportif, c'est quasiment nul. C'est même nul. Il n'y a pas d'intérêt sportif. Donc forcément, quand ton intérêt sportif diminue, eh bien, l'intérêt économique, comme il est extrêmement lié au sportif, il chute aussi. On en est là, en fait. Et quand, en plus, tu ajoutes à ça le fait que DAZN diffuse avec une qualité d'image et de son qui est en tout point dégueulasse, plus
une ligne éditoriale qui me pose question en termes d'impartialité, bon bah voilà, on a un produit qui est dévalorisé. Ça, c'était la conférence de presse. Maintenant, on enchaîne sur le thème numéro 2, qui est le contexte montpelliérain. Parce que oui, je me suis un petit peu renseigné, j'ai fait quelques petites lectures par-ci et par-là dans la presse quotidienne montpelliéraine, et j'ai lu un entretien qu'a livré le président Laurent Nicolin à la presse montpelliéraine, et j'étais scotché. Parce que nous, moi le premier, souvent, je me plains un petit peu du contexte OL, qui est difficile d'un point de vue sportif, mais surtout économique et financier. Mais alors, le contexte montpelliérain, d'un point de vue économique, il est en tout point catastrophique. J'ai lu ce qu'a dit le président Nicolin, ça fait franchement flipper. Il dit que sans les ventes, parce que ça aussi, il faut le rappeler, hein, je l'ai dit en vidéo récemment, mais durant l'hiver, Montpellier a perdu 3 joueurs majeurs. Nordin, Accor Adams, alors on peut en parler, c'est un joueur qui a du déchet, c'est vrai, mais Accor Adams plus Altamari. Les 3 qui composaient le trio offensif du club. Les 3 sont partis durant l'hiver à Mayence, Rennes et Séville pour un montant d'environ, je crois, 17 millions d'euros, à peu de choses près. Et le président Nicolin dit, sans ces ventes-là, on aurait fait un dépôt de bilan en fin de saison. Voilà. Ni plus ni moins. Et quand je prends la gueule du 11 de Montpellier, qu'on jouera ce week-end, et la tronche du 11, rappelez-vous ce match au Parc OL, sous Laurent Blanc, l'ère Laurent Blanc, on s'était fait taper en transition, Altamari, Tchaleta Tsar, c'était un cauchemar interminable. Quand je compare les deux 11, l'écart, l'évolution est terrible, terrible. Montpellier, comme beaucoup de clubs, se prend de plein fouet une gestion qui est pas terrible du tout, avec beaucoup de salaires extravagants. Savanier, 210 000 euros mensuels, 210 000 euros mensuels, c'est fou, totalement fou. Et surtout, ils se prennent de plein fouet une ultra-dépendance aux droits TV. Montpellier accuse en fin de saison un trou de 25 millions d'euros. Les deux fils Nicolin se sont portés, entre guillemets, garants et cautions des pertes accusées par le club de Montpellier. Ils ont donc dû transférer des emplois depuis le club vers la holding familiale. Ça paraît totalement fou, mais on en est là, quoi. Et ce club joue littéralement sa survie sportive et économique. Ça paraît dingue, mais voilà où en est le football français. Ça, c'est le contexte extra-sportif de Montpellier qui fait vraiment en tout point très peur et qui peut aussi indiquer un petit peu une tendance à un contexte pour le match de ce week-end. Parce que oui, nous on joue l'Europe, c'est vrai, donc victoire impérative, mais eux jouent leur survie. Ils jouent leur survie. Et donc, qui dit survie économique, dit survie sportive, donc plan de jeu extrêmement basique, rudimentaire. Leur compo, elle est simple. C'est en gros un 5-3-2. J'ai revu les matchs de Montpellier récemment. Je me suis refait le match contre Lens d'il y a 10 jours et contre Strasbourg, contre Strasbourg le week-end dernier. 2 défaites, 2 fois 2-0. Et à chaque fois, le même type de match. Une équipe de Montpellier qui est en bloc groupé, assez compact, relativement bas, et qui a un jeu très simple, très stéréotypé, très primaire. En gros, on est concentré en bloc bas, groupé, et dès qu'on peut, transition rapide devant vers Koulibaly ou Andy Delors. Voilà, en gros c'est très simple. Et contre Lens, ils avaient encore dans l'effectif Altamari, qui est parti à Rennes quelques jours après. Alors là, demain, on va jouer un 5-3-2, logiquement sans grande surprise, privé donc de Accor Adams, de Altamari, de Nordin, avec devant Andy Delors qui a un poids de forme, une forme physique qui m'interroge beaucoup. On est loin de son prime, évidemment. Koulibaly qui a des jambes et qui peut aller vite, mais techniquement c'est assez brouillon. Dans le cœur du jeu, 3 joueurs qui devraient être logiquement Fayad, Savanier, plus Chotard ou Ferry. Mais là encore, en termes de mobilité, de volume, Savanier, ça pose question. Franchement, ça fait peur, quoi. Ça fait très peur. Alors oui, techniquement, il a un très bon pied. Sur coup de pied arrêté, il a un pied droit de très grande qualité, bien sûr. Grosse frappe de balle, on l'a vu au match aller contre nous. Il en met 2 qui passent pas loin des cages de Péry. C'est vrai. Mais dans l'intensité, ils ont des joueurs qui sont à la ramasse. Et défensivement, là, c'est le pompon. Là, c'est le pompon. Contre Montpellier, contre Strasbourg, j'ai revu des séquences de jeu avec arrêt sur image. Waouh! Des fois, on se plaint de nous, on dit qu'on n'est pas assez rigoureux défensivement, mais alors eux, waouh! Dans leur 5-3-2, j'ai vu des séquences de jeu où, en phase défensive, leur piston gauche était assez haut, le central axe gauche plus bas, le central axe central était un peu plus haut, le central axe droit plus bas et le piston droit plus haut. En fait, un W, comme ça. Et donc, sur chaque transition, sur une passe, Strasbourg foudroyait en 2 le bloc de Montpellier. C'était trop facile.
Vraiment trop facile. Et je pense que demain, on verra ce type de match-là. Moi, j'imagine un Montpellier qui va être attentiste. En gros, on vous attend, on joue la carotte. Un match nul, ce serait pas non plus mauvais pour nous, même s'ils veulent gagner, j'imagine. Mais je pense qu'ils vont se dire ça. Nul ou victoire, on joue un match préservé, attentiste, et si on le peut, en projection vers Delors ou Koulibaly, on va très vite vers l'avant. Moi, c'est comme ça que je vois le match de demain. J'imagine Montpellier en bloc très compact, dense, assez bas, même très bas, le bus, quoi, littéralement le bus montpelliérain qui va attendre et contrer en transition très rapide. Alors, pas une transition en mode Arteta Arsenal, pas du tout, ni en mode Maresca à Chelsea, mais une transition vraiment très verticale, très directe, un jeu assez primaire, quoi, basique, très basique. Et nous, face à un tel plan de jeu qui est franchement basique, je pense qu'on a un intérêt qui est tout simple, c'est d'aspirer Montpellier le plus haut possible. Et là, je fais écho à ce qu'a dit Fonseca en conférence de presse. La phase 1, la phase 2. Phase 1, on est en bloc bas, Perry, Diakhaté, Mata, il faut attirer le plus possible Montpellier, les faire sortir, déstructurer leur bloc, et là, sur une prise de risque de Perry, Mata, Diakhaté, trouver peut-être Matic, Tolisso, Cherki qui après pourront initier en phase 2 une action. C'est comme ça que j'imagine le match. Si on se heurte à un mur durant 1h30, ça va être difficile. Parce qu'on connaît l'histoire. Les blocs groupés, compacts, denses, c'est chiant à jouer, c'est extrêmement chiant. C'est bien pour ça que je pense qu'on a intérêt à être patient, à prendre notre temps, bien construire les actions, bien les amener, créer de vrais décalages par la passe en aspirant le bloc montpelliérain. Et eux, de leur côté, si on parvient à les faire se projeter un peu plus que ce qu'ils ne veulent, en transition de leur côté attaque-défense, ils sont souvent en PLS. Moi, je revois le match contre Strasbourg, ils se sont fait tuer en transition. Mais vraiment, les gars, vraiment, parce que Savani à la course, c'est pas possible, c'est trop compliqué pour lui. Et défensivement, ils ont une telle immaturité technique et défensive que, à tout moment, ça encaisse, quoi. Donc franchement, il y a la place. Mais c'est un match qui n'est pas facile à aborder, parce qu'ils joueront leur vie, leur survie en Ligue 1, et à la clé, il faut le dire aussi, leur survie économique, avec des emplois, des salariés, bref, toute une pression d'un club qui joue le maintien en Ligue 1. En termes de stats, pour finir là-dessus, les amis, les chiffres sont très révélateurs. Montpellier en Ligue 1, c'est 48 buts concédés. Écoutez bien, 48 buts concédés, et en termes d'expected goals contre, donc les buts qu'ils auraient dû encaisser, ils sont à 48. Donc ils ont encaissé autant de buts qu'attendus. Donc il n'y a pas de sur ni sous-performance. Maintenant, offensivement, ils ont marqué 20 buts, soit 8 buts de moins que ce qu'ils auraient dû mettre en termes d'expected goals pour. Dans le classement Ligue 1, c'est la pire défense de Ligue 1. Pire que Le Havre, pire que les Stéphanois, les chiens verts de l'autre côté de la ville, pire que Angers. Bref, c'est la pire équipe de Ligue 1 sur le plan défensif. Sur le plan offensif, c'est la 3e pire attaque de Ligue 1. Alors, voilà, si c'est un tel portrait, évidemment, c'est quand même pas très flatteur. Je pense qu'il y a la place, évidemment qu'il y a la place, mais comme je vous l'ai dit, il faudra être très patient, parce que eux vont jouer un truc tout simple, c'est la carotte, c'est le bus. Et nous, on va devoir créer quelque chose à partir de rien, avec très peu d'espace, très peu de temps, bloc compact groupé. Et dans ce type de match-là, pour moi, ceux qui ont la clé du match sont ceux qui sont forts dans les petits espaces. Coucou Ryan, coucou Thiago Almada. Voilà en gros mon point de vue sur le match. Pronostic, je vois un 3-1 pour l'OL. Une victoire maîtrisée, pas facile à se dessiner. Je vois un match qui se débloque en seconde mi-temps. Ça, c'est mon pronostic. Maintenant, les gones, à vous de jouer. Dites-moi en commentaire votre pronostic du match Montpellier-Olympique Lyonnais. Victoire, nulle ou défaite pour nos gones. À vous de me le dire par message. Et tenez-vous bien, celui qui trouvera le bon résultat aura une superbe récompense puisqu'il pourra manger un repas de 30 € avec Laurent Nicolin, puisque 30 €, c'est à peu près le prix d'un mois chez DAZN. Ceux qui auront la ref comprendront où je veux en venir. Sur ce, ciao les gones. Allez, l'OL toujours, évidemment. Bon match à vous demain. Salut les amis.